Merci beaucoup, Madame Bouchard. Avant tout, je voulais remercier l'UQAM de m'avoir donné cette possibilité. Comme vous avez très bien dit, d'ailleurs, vous m'avez trop bien présenté, euh, voilà, trop bien présenté. Mais comme vous l'avez bien dit, euh, l'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'était de vous présenter un groupe de travail auquel j'appartiens. Et en réalité, parce qu'il faut dire les choses, je suis arrivé vers vous à travers Madame Consuelo Vasquez qui m'avait orienté vers Madame Johan Saint-Charles et Benoît Cordelier. Benoît, que je te vois là, bonjour. Et en réalité, c'est de cette façon-là que le lien a été pu être créé. Et d'ailleurs, je suis ravi, puisque au-delà de la participation d'aujourd'hui dans votre format Midi Info, qui est fort sympathique, j'ai pu aussi discuter avec Benoît, qui a participé à notre dernier colloque, qui s'est tenu à Buenos Aires au mois de décembre 2021. Donc, je suis ravi, je remercie énormément Benoît, Johan, Consuelo, que je n'ai jamais pu discuter avec elle, j'ai seulement échangé, et Kate Bouchard. Je vous remercie beaucoup de cette possibilité que vous me donnez, de cet accueil et de cette présentation que vous avez faite. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter une dynamique de travail à laquelle euh, participent plusieurs universités en France et aussi à l'international. Une dynamique de travail qui a été créée, pensée plutôt en 2018, qui a été mise en place en 2019 et que depuis 2019, cette dynamique évolue petit à petit et arrive au jour d'aujourd'hui à créer et à nous donner la possibilité pour créer des résultats qui sont intéressants. Ce groupe de travail que nous appelons consortium est un consortium qui s'intitule Communication pour le changement social. Ce groupe a été pensé par une collègue qui appartient à l'université FIU, Florida International University, à Miami, aux États-Unis, par une collègue de l'Université nationale de Rosario, dans la province de Santa Fe, en Argentine, et par moi-même. Cette idée, nous l'avons eue en 2018. Il s'agit de deux collègues avec lesquels je collabore depuis déjà quelques années. Je suis d'origine argentine, euh, ce qui explique un peu les liens. Et avec Madame Villard de l'Université Fayou, on avait travaillé ensemble dans un projet Marie Curie, un projet financé par l'Union européenne. Donc, c'est comme ça que le lien avait été établi, créé. En 2019, nous avons organisé notre première rencontre, une rencontre qui s'est tenue à Miami au mois d'octobre, le 22 et le 23 octobre, autour de notre première thématique qui était la santé mentale à l'université. Puisque quand ce groupe de travail a été pensé, nous avons démarré euh, avec l'université de Toulouse, l'université de Rosario, l'université de Florida. Et c'est vrai que nous avons voulu investir la thématique de la santé mentale à l'université, puisqu'il s'agit d'une thématique qui n'est pas en France et en Argentine vraiment investie d'un point de vue des sciences humaines et sociales. Du côté des sciences dures, beaucoup d'encre a coulé, il continue à couler, mais c'est vrai que des optiques uniquement SHS, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on voulait justement investir cette thématique depuis cette perspective, mais avec la particularité, et c'est ça qui fait aussi la caractéristique de notre groupe de travail, avec une caractéristique qui est pluridisciplinaire, puisque, comme Madame Bouchard l'a bien dit, j'ai une formation qui part du droit, qui fait un saut par les sciences de l'information et de la communication, et qui m'a permis d'investir aussi la psychologie, puisque j'ai fait des études de psychologue, je travaille en parallèle en tant que psychologue et clinicien. Donc la particularité pluridisciplinaire de ce groupe,
et qu'on travaille avec des collègues issus du droit, des sciences juridiques, issus de la psychologie et des sciences de la communication. Donc, cette pluridisciplinarité nous permet justement d'investir et d'analyser, d'interroger certains objets de façon tout à fait complémentaire, avec ce qui est pour nous une valeur ajoutée très importante, une approche comparative, puisque ça nous permet justement d'analyser, d'investir des thématiques et des problématiques et d'essayer de regarder le facteur, de prendre en compte plutôt le facteur culturel au sens large du terme et de pouvoir comparer les pratiques dans les pays différents et au sein des différentes universités. Donc, cette thématique de la santé mentale à l'université, nous l'avons investie pour la première fois en 2019 et en 2020, nous avons pu obtenir un financement de l'antenne locale du CNRS autour justement d'un projet de recherche qui portait le nom de la santé mentale à l'université. Ce financement nous a permis par la suite de mener une recherche et d'incorporer et de consolider le groupe de travail. C'est-à-dire que nous avons pu incorporer d'autres universités et de cette façon-là, consolider le groupe de travail et la recherche que nous avons pu mener courant l'année 2020, impactée par la Covid, comme on connaît l'histoire, nous avons tous passé par là. Donc, il s'agit d'une recherche qui a dû se finaliser en 2021. Plusieurs universités nous ont rejoints dans ce groupe de travail. Nous avons l'université Toulousain-Capitole, c'est l'université à laquelle j'appartiens, où j'enseigne, je réalise ma recherche. Ensuite, en France, nous avons l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Nous avons l'université Paul Sabatier à Montpellier. Nous avons en Italie l'université de Florence. Nous avons en Espagne l'université Complutense de Madrid, l'université de Valladolid, l'université Rey Juan Carlos. Aux États-Unis, nous avons l'université Florida, FIU, Florida International University. Nous avons aussi l'université d'État de la Floride, Florida State University. Et en Argentine, nous avons l'Université nationale de Rosario et l'Université de Buenos Aires. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes un groupe de travail, un groupe qui est composé par des enseignants-chercheurs dans les 3 disciplines dont je vous ai évoquées. Et ce groupe a pu investir en 2020 lors d'un colloque qui allait se réaliser en présentiel, mais compte tenu du contexte lié à la Covid, nous avons dû le faire en distanciel, un colloque qui s'est tenu le 26 et le 27 octobre 2020 ici à Toulouse. Donc, c'était la première fois que tout le groupe de travail composé avec les universités que je viens de vous citer, que tout le groupe se retrouvait. Il a été un véritable succès. En fait, les retombées ont été plus importantes que ce qu'on avait pensé. Nous avons eu la publication des actes, mais nous avons eu surtout 23 universités représentées dans ces deux jours de manifestation. Nous avons eu 84 communicants, nous avons eu des sponsors et des financements publics et privés ici en France par rapport à cette thématique qui intéressait énormément. Nous avons eu 200 abonnés sur les 2 journées de colloque qui étaient gratuits et nous avons eu plus de 6000 visites sur notre site internet pour pouvoir visionner le colloque et les vidéos de chaque communication qui ont été mises en ligne. Donc, vraiment, le colloque de 2020 est venu pour nous étiqueter l'intérêt de cette thématique, mais surtout l'intérêt de la dynamique de travail et la dynamique du groupe, puisque moi, je vous ai dit qu'il s'agit d'un groupe pluridisciplinaire, surtout axé en sciences humaines et sociales. Et l'autre particularité, c'est que nous travaillons en 3 langues.
c'est-à-dire on communique et on travaille en français, en espagnol et en anglais. On n'a pas voulu ni avoir des traductions pendant nos réunions de travail, ni avoir des traductions les jours des manifestations, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on ouvre dans l'appel à communication à des communicants qui pourront communiquer dans les trois langues, euh, soit en français, soit en anglais, soit en espagnol. Et il s'agit de cette façon-là de distribuer, d'harmoniser et de mettre en place une dynamique de travail où la langue ne se présente pas comme une barrière. Donc voilà une autre particularité de notre travail et de notre collaboration. Nous avons un site internet. Sur le site internet, nous avons les 2 dernières colloques qui sont présentées. Et sur ce site, il y a l'organigramme du groupe qui n'est pas à jour, puisqu'il faut qu'on mette à jour le site. Mais dans cet organigramme, l'idée de cette présentation aussi aujourd'hui avec vous, c'est de, si jamais vous êtes intéressé, de collaborer avec nous, mais bien évidemment que vous allez être les bienvenus, puisqu'on essaie justement d'élargir la collaboration. Et c'est vrai que le Canada, pour nous, est une terre qui est très intéressante d'un point de vue culturel, linguistique. Il y a plusieurs langues qui peuvent se retrouver. Et je sais que votre centre investit les thématiques de santé mentale. Donc, bien évidemment que si à la fin de cette présentation, il y a des questions ou un intérêt quelconque, on pourra échanger. Sinon, vous allez pouvoir avoir mon adresse mail et on pourra échanger par la suite. Donc, lors du colloque en 2020, nous avons décidé d'organiser un colloque en 2021, au mois de décembre, qui s'est tenu le 14 et 15 décembre, cette fois-ci à Buenos Aires, en Argentine. Pourquoi ce changement de pays? Tout simplement parce que l'idée de notre travail est d'un travail qui puisse profiter à nous tous. Donc, on essaye d'organiser à tour de rôle un événement scientifique. Le point de départ, ça a été aux États-Unis. Ici en France, nous avons pris le relais. Par la suite, c'est nos collègues argentins qui ont pris le relais en 2021. Donc, ils ont organisé à leur tour un colloque qui s'est tenu en ligne. Encore une fois, autour de la thématique de la santé mentale à l'université, avec une déclinaison différente. Et en 2021, nous avons pris la décision d'organiser un colloque, cette fois-ci en 2022, au mois d'octobre, qui va se tenir les 27 et le 28 octobre 2022, à Segovia, qui est un campus partenaire avec l'Université de Valladolid et l'Université Complutense de Madrid. Et c'est un nouveau campus très moderne qui nous a ouvert les portes pour pouvoir organiser ce nouveau colloque qui va porter encore une fois autour de la santé mentale à l'université. Mais je laisse nos collègues espagnols qui ont pris la main du site, qui ont pris la main de l'organisation, annoncer officiellement. Mais officieusement, je peux déjà vous dire que l'interrogation tournera autour de les conditions de travail à l'université. Donc, ça va tourner autour du travail, soit pour le personnel enseignant, soit pour le personnel non enseignant lié à la santé mentale, avant, pendant et après la Covid. Mais je laisse, je n'ai pas envie de spoiler la nouvelle officielle que nos collègues espagnols doivent faire, mais je vous donne déjà quelques petits éléments. Donc, voilà un petit peu notre groupe de travail, la composition actuelle, notre dynamique, qui est une dynamique qui se construit autour d'une approche pluridisciplinaire pour nous permettre justement d'avoir une compréhension interculturelle d'une problématique, d'un objet d'étude, une dynamique qui se veut collaborative et qu'au jour d'aujourd'hui, l'idée, tout simplement, ça va être pour nous de nous retrouver en Espagne au mois d'octobre prochain pour pouvoir fixer le cap pour l'année prochaine, dont le colloque se fera à tour de rôle en Italie. C'est-à-dire c'est nos collègues de l'Université de Florence qui vont organiser la manifestation en 2023. Et 2023 sera pour nous une année très importante puisque l'idée cette année, c'est de pouvoir définir
une présentation, un appel structurant plutôt plus important que celui que nous avons déjà eu, peut-être un financement européen, mais dans tous les cas, l'idée, c'est de continuer à tourner autour de la santé mentale à l'université, avec une présentation en 2023 pour présenter un projet de recherche avec un financement plus important au niveau de l'Union européenne et ouvrir la thématique à la technologie, c'est-à-dire investir la santé mentale à l'université en tant qu'organisation, bien sûr, et, et ouvrir, faire un lien avec les problèmes techniques et technologiques. Donc, voilà un petit peu notre travail, voilà un petit peu ce que nous avons fait, ce que nous comptons faire à l'avenir, dans un futur proche. Et dans cette dynamique, on aimerait compter avec des nouveaux participants. Euh, Parfois, la thématique, quand je présentais la thématique la santé mentale à l'université, soit c'est le terme santé mentale, soit c'est le terme santé, parfois que certains des collègues, ça leur choque ou ça leur fait peur. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, nous, on se base sur la notion de santé, la définition donnée par l'OMS, donc c'est une définition qui est assez large et qui nous permet d'investir justement depuis les sciences humaines et sociales, cette thématique sont tombées sur l'axe uniquement épidémiologique ou psychiatrique ou médical du terme. Donc voilà un petit peu notre façon de travailler. Nous organisons des réunions par Zoom périodiquement. Ce n'est pas une réunion tous les mois, on ne se voit pas tous les 15 jours, mais une fois tous les 2 mois, nous organisons des réunions par Zoom pour faire un point, puisque dans chaque pays participant, il y a un coordinateur d'un groupe. Donc, c'est une question d'organisation, tout simplement. Dans chaque pays, il y a un coordinateur qui est chargé en fait de coordonner le groupe de travail local. Actuellement, chaque coordinateur est en train de coordonner la publication des actes du colloque dernier et de notre projet de recherche. Donc, on est à peu près sur 3-4 publications par pays, des publications qui sont faites dans des revues scientifiques. Nous avons une liste et dans les 3 langues, c'est-à-dire que chacun va publier dans la langue qu'il préfère le plus. Par ailleurs, aux États-Unis, avec mes collègues, nous allons publier en espagnol, puisqu'il s'agit des hispanophones, et eux, de leur côté, sont en train de publier aussi en anglais. Et l'idée, elle est justement d'avoir une dynamique de travail qui puisse se rétroalimenter, dans le sens où nous avons un projet de recherche qui va nous permettre de mettre en place une recherche commune. La recherche actuelle, c'est basé sur un questionnaire qui a été approuvé par les différents comités d'éthique. Donc un questionnaire que nous avons fait entre tous et qui a été adapté bien évidemment à des aspects culturels pour qu'il puisse être appliqué dans chacun des pays. Par la suite, nous avons collecté les données, nous les avons distribuées, nous les avons par la suite analysées et présentées. Donc l'idée, c'est qu'un projet de recherche qu'on puisse mettre en place entre tous, un projet de recherche qui viendra alimenter la réalisation des publications et qui pourra alimenter aussi un espace, je dis bien un espace, dans le cadre d'un événement, c'est-à-dire dans le cadre des colloques que nous organisons. Le colloque ne tourne pas autour exclusivement de notre projet de recherche, mais au sein du colloque, il y a un espace pour qu'on puisse présenter nos résultats. Et c'est justement la thématique principale du colloque qui nous ouvre la porte pour des nouvelles recherches l'année d'après et que, ainsi de suite, il s'agit d'avoir un mouvement dynamique entre l'organisation d'un séminaire ou d'un colloque, entre les publications qu'on peut faire, entre la présentation des résultats dans ce type de manifestation et dans la manifestation elle-même. Ça nous permet d'investir une déclinaison différente, nouvelle, pour l'année d'après. Et à tour de rôle, bien sûr, l'idée c'est qu'on puisse organiser les colloques, les séminaires, les manifestations dans les différentes universités.
tout simplement pour que ça puisse, et je me répète, pour que ça puisse profiter à nous tous et à chaque labo qui intervient ou à chaque institut de recherche qui intervient et qui collabore dans cette dynamique. Donc, bon, je pense que j'ai assez monopolisé la parole. Je ne sais pas si ça a été clair, si vous avez des doutes. Moi, je sais que vous collaborez avec l'IFERIS, certains d'entre vous. Justement, dans le groupe de travail, nous avons quelques chercheurs qui appartiennent à l'IFERIS. Ma collègue Marina Cassula, qui est sociologue, et ma collègue Isabelle Poirot-Mazer, qui est juriste, par exemple. Elles sont dans le groupe de travail ici en France. Avec l'IFERIS, nous avons eu beaucoup de liens lors de l'organisation du colloque ici en France. Et c'est vrai que par la suite, nous n'avons pas développé plus de collaboration puisqu'on essaye de maintenir notre projet de recherche au sein de nos propres laboratoires respectifs de recherche, tandis que l'IFERIS s'impliquerait de transférer toute cette dynamique et du coup, on essaye de la maintenir tant que ce sera possible. Mais ceci, ça n'empêche pas que des collègues de l'IFERIS collaborent avec nous. D'ailleurs, l'IFERIS a beaucoup fait circuler l'information de nos activités et de nos manifestations. Donc, d'un point de vue de collaboration, la collaboration, elle a été là et elle continue à exister. Peut-être quelques petits mots complémentaires concernant la recherche qu'on est en train de finir. Oh, Nicolas, juste attention, je pense que vous touchez le micro de votre ordinateur. Pardon. Ça va, ça va. C'est avec le stylo. Ah, voilà. Peut-être quelques petits mots sur cette recherche que nous avons menée et qui s'intitule Santé mentale à l'université. C'est une recherche qui visait la santé mentale du personnel enseignant et non enseignant dans chacune des universités et aussi la santé mentale des étudiants. Donc, ce qui a été ce qui nous a interpellés, c'est que nous avons connu les mêmes difficultés, pour le dire de cette façon-là, politiquement correcte, les mêmes difficultés, peu importe le pays. C'est-à-dire que l'université, au moment où il fallait interroger la santé mentale de son personnel, l'université ne voulait pas collaborer. Et donc, du coup, tout ce qui était les questionnaires qui ont été créés et validés par les comités d'éthique n'ont pas pu être administrés. En revanche, le seul questionnaire qui a pu être administré, c'est celui qui était destiné aux étudiants. Avec des réponses qui ne sont pas très symétriques, puisque la réalité qui nous a touchés, c'est la réalité de la Covid, du confinement, du tout distanciel. Nous avons tous été sollicités par des questionnaires, par des enquêtes. Les étudiants, ils ont eu une surcharge aussi du numérique. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas obtenu les réponses qu'on souhaitait obtenir. Les réponses sont assez asymétriques puisque les réponses en Argentine, par exemple, ne sont pas la même qu'en Italie ou qu'en Espagne ou qu'en France, ou celles des États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en Espagne. Mais nous avons pu dégager 3 pôles où nous avons du matériel pour comparer, qui est l'Argentine, l'Espagne et la France. Voilà. L'Italie et les États-Unis sont restés un peu en dessous concernant aux résultats. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train justement de mettre tout ça par écrit, de croiser les données, de faire une analyse croisée, après de faire des analyses pays par pays pour pouvoir publier et partager nos résultats. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, bonjour. Moi, je suis Florence Desplanches. Je travaille à la Direction régionale de santé publique de Montréal dans une nouvelle équipe dédiée aux jeunes adultes, entre autres les milieux postsecondaires. Donc, on a le mandat promotion, prévention en santé mentale dans les milieux postsecondaires. Fait qu'on est là pour accompagner, soutenir les cégeps et universités dans la mise en place d'actions favorables à la santé mentale par le biais de la promotion, prévention, entre autres. Et
Ma question était, quand vous parlez du questionnaire, donc le questionnaire, vous cherchiez à vérifier, ou en tout cas à aller explorer l'état de santé mentale du personnel et des enseignants et des étudiants, vraiment comment ils se sentent au niveau de leur santé mentale, ou il y avait des questions plus larges et facteurs d'influence. Est-ce que ça allait plus large ou c'était vraiment spécifiquement leur état de santé mentale? Oui, alors, le questionnaire, si vous voulez, il a été fait, il a été présenté pour approbation et suite à la Covid, nous avons dû nous adapter. Donc, avec la Covid, nous avons retouché ce questionnaire et nous avons dû incorporer un chapitre qui n'était pas prévu à la base, mais que la réalité nous l'imposait. Donc, il y a déjà dans le questionnaire une étude sur la prévalence. Par la suite, nous interrogeons beaucoup les perceptions et les représentations liées soit à la maladie, soit à la personne souffrante, pour ensuite venir interroger l'accès aux soins. C'est-à-dire, est-ce qu'on connaît les, les services qui sont proposés au sein de l'université pour essayer de voir un petit peu comment la situation s'organise, se présente tant pour le personnel universitaire que pour les étudiants. Et par la suite, nous avons incorporé un chapitre qui était lié à la communication interne, c'est-à-dire comment l'université, par exemple, a communiqué en temps de pandémie, aux services qui ont été proposés, aux aménagements qui ont été proposés. Nous avons incorporé aussi une section liée à la gestion de la communication des crises par les différentes universités et une auto-évaluation de perception par rapport à l'état psychique lié à l'anxiété et à la dépression. Voilà comment le questionnaire est organisé. Il a été beaucoup plus long que prévu. Mais c'est vrai que nous avons énormément de données à exploiter. Et l'idée, dans une nouvelle recherche, c'est de procéder de la même manière, c'est-à-dire d'essayer d'établir entre nous tous, puisqu'il s'agit d'un travail où il faut que tout le monde puisse collaborer, donc d'établir une problématique, qu'on puisse élaborer les outils. Et dans le questionnaire, par exemple, je vous donne un exemple, le questionnaire qui a été administré aux États-Unis n'est pas du tout le même que le questionnaire qui a été administré en France. En France, on ne peut pas faire des études par rapport aux minorités, par exemple, puisque les minorités légalement n'existent pas, tandis qu'aux États-Unis, il y a eu des questions ou des sections qui ont été présentées pour leurs étudiants. Donc, voilà une adaptation qui se fait, tout comme les collègues en Argentine. Ils ont été très vigilants par rapport à une certaine terminologie, plutôt liée à la psychanalyse, pas aux psychologues. Bref, donc l'idée, c'est qu'on puisse par la suite adapter chaque questionnaire à chaque réalité et aux besoins aussi de chaque groupe intervenant. On aurait une autre question. Je ne sais pas si ça fait le tour. Oui? OK. Agnès, bonjour Agnès. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour votre présentation, Monsieur Tilly. Je vais me présenter en fait très brièvement. Je suis Agnès Berthelot-Raffard, je suis professeure à l'Université York dans un département de santé, mais je suis pluridisciplinaire, philosophe de formation. Et je suis en fait présentement, d'ailleurs moi-même, dans une recherche sur la santé mentale étudiante. Je travaille en fait, c'est une recherche qui est financée par l'Agence de santé publique du Canada et je fais une recherche sur la santé mentale des étudiants noirs au Canada, au plan en fait pan-canadien, des étudiants universitaires. Donc j'ai commencé un peu en même temps que vous, c'est-à-dire en 2019 en fait, et en 2020 j'ai fait des focus group qui ont aussi porté sur la question des barrières d'accès. On a parlé des perceptions de leur santé mentale, de la perception, comment ils perçoivent les soins sur les campus, et évidemment sachant que il y a des soins il y a des services de santé mentale sur les campus au Canada, mais ils ne sont pas toujours culturellement adaptés, donc pour parler de certaines problématiques. Je voulais en fait avoir une question, ma question était plus quand vous avez parlé en fait des barrières d'accès, parce que
Comment vous faites pour adapter certaines réalités, en fait, qui sont régionales ou locales, considérant que, par exemple, le système français, en termes d'accès aux services de santé mentale sur les campus, en tout cas, je ne me souviens pas, quand j'ai fait mes études en France, je ne me souviens même pas qu'il y avait des services. Donc, comment vous faites pour adapter ces réalités un peu à l'échelle, disons, des différents pays avec lesquels vous travaillez? Parce que j'imagine que c'est difficile d'harmoniser des recherches comme ça entre les États-Unis. Vous avez mentionné, par exemple, la question de prendre en compte les minorités culturelles. Ce n'est pas possible dans certains contextes. Donc, comment vous faites un petit peu, comment vous procédez pour avoir des données homogènes, si je peux dire? Alors, je vais essayer de répondre. Merci beaucoup pour votre question. Et je suis ravi d'apprendre que je ne suis pas le seul qui a un parcours pluridisciplinaire. Vous savez qu'en France, si vous n'êtes pas dans une seule discipline toute votre vie, on vous regarde un peu bizarrement. C'est pour ça que je suis au Canada. Qui rigole. Mais bon. La question des minorités est une des questions les plus intéressantes. Je ne vais pas vous la cacher. Et la problématique que nous avons en France, c'est qu'il n'y a pas de minorité. Donc, on dirait qu'un service de santé mentale ou autre service, peu importe, est le même pour tout le monde. Et le facteur culturel, on a du mal à le considérer, à le prendre en place et à le prendre en considération. Donc, si vous voulez, par rapport à ce que vous avez dit, nous, on essaye d'identifier les barrières culturelles à l'accès aux soins, mais aussi l'aspect culturel lié aux représentations de la santé mentale et de la personne malade, non, qui va venir peut-être nous expliquer pourquoi la personne va parler, ne va pas parler, quelle est l'idée qui se fait, est-ce que la personne est proclive à aller demander de l'aide, qui va s'enfermer, va s'isoler, c'est-à-dire les notions de stigmatisation, d'autostigmate, pour nous aussi, ce sont des notions que nous appliquons et qui nous servent à interroger cette problématique. Bien évidemment qu'on ne peut pas tout analyser de façon homogène, comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, l'idée, si vous voulez, du projet de recherche, que je voulais le dire, bon, l'échange s'est présenté avant et je m'en réjouis. L'idée et le but, l'objectif final du projet qui a été financé, c'était de réfléchir à une campagne de prévention primaire en matière de santé mentale ici en France, puisqu'en France, nous avons des services de santé mentale qui sont proposés soit aux étudiants, soit au personnel. Mais il s'agit encore d'un sujet qui est assez tabou, dont on ne parle pas, et on fait toujours la politique de l'autruche. Et ceci se reflète surtout quand on regarde le profil des universités. L'université à laquelle j'appartiens, qui est l'université de droit, si on peut le dire, parce qu'elle est cataloguée comme l'université de droit, maintient une communication interne avec une image institutionnelle qui est complètement différente de l'université Jean Jaurès, Toulouse 2 Jean Jaurès, anciennement appelée le Mirail, qui est l'université qui est un peu plus des sciences humaines et à gauche, comme on dit ici en France, où ils font la grève. Vous savez, ici, dans mon université, on ne fait jamais de grève. Même en 68, ils n'ont pas fait de grève. Voilà. Tandis que nos chers voisins, ils font tout le temps la grève. Donc, si vous voulez, on essaye justement de réfléchir à comment on peut mettre en place une campagne de prévention primaire ici en France, puisqu'elle est absente. On est toujours dans un schéma de prévention secondaire, mais pas primaire. C'est-à-dire on est dans l'accès aux soins, voilà, et on a du mal à communiquer, puisque moins on en parle, mieux on pense que nous allons. Et l'idée, justement, d'aller voir ce qui s'est fait ailleurs, pour nous, c'est d'aller essayer d'avoir une stratégie de coping, dans le sens où qu'est-ce qu'ils font nos collègues aux États-Unis, que nous, on peut ramener ici en France, proposer et mettre en place. Qu'est-ce qui se fait en Argentine, qu'est-ce qui se fait en Espagne, qu'est-ce qui se fait en Italie. Donc, en réalité, le fait, c'est d'avoir cette recherche dans tous les pays, à part la réalité propre à chaque université, qui est l'intérêt pour chaque groupe composante de cette équipe internationale. L'idée, c'était justement qu'on puisse comparer ce qui peut être comparable. Et par rapport à la campagne de prévention primaire, c'est justement essayer d'ajuster
la communication dans un cadre d'une campagne de prévention primaire où on puisse justement essayer de parler aux différentes cultures sans s'identifier les cultures. Et ça, c'est un véritable défi pour nous, puisque vous dites que vous faites une recherche sur les personnes noires. Ça, ici en France, vous voyez, c'est impossible qu'on puisse faire ça. Et on dirait que tout le monde a la même représentation, tout le monde a la même vision, tout le monde a la même approche. Et on sait très bien qu'en matière de santé et de santé mentale, ce n'est pas du tout le cas. Donc, l'idée, c'est justement de communiquer et d'essayer de déconstruire ou au moins d'aider à déconstruire certaines représentations stigmatisantes ou qui amènent à l'autostigmatisation, essayer de déconstruire à travers la parole, à travers des actions, à travers l'information, à travers des actions ponctuelles, à travers des actions, par exemple, radiophoniques, puisque j'ai une émission radio à l'hôpital psychiatrique ici à Toulouse depuis déjà quelques années avec 2 collègues, un collègue animateur à la radio, dans une radio associative et une collègue psychologue. Et on se rend compte que le micro fonctionne, que le micro permet justement d'investir un espace de médiation dans les représentations de la personne qui se sont écoutées. Et on a envie de reproduire ces expériences-là dans les halls des universités et justement de cette façon-là, aller donner le micro, peut-être, à certaines minorités qu'elles sont là, mais qu'on ne peut pas les désigner. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais j'ai essayé de répondre à votre question. Je vous remercie, vous avez très très bien répondu, puis je vois qu'il y a énormément de points communs entre ce que vous faites et ce que je fais, donc effectivement, on a besoin de plus de recherche là-dedans, et puis dans ce domaine, parce que l'université n'est pas un espace neutre, c'est un espace où il y a des souffrances aussi qui se vivent, et malheureusement, c'est un espace de performance. Alors, effectivement, on doit performer, donc on ne peut pas exprimer sa vulnérabilité ou même la vivre. Donc, tout à fait. Et pour nous, l'université est un acteur social et sociétal qui a une responsabilité. Et l'université occupe déjà une place et doit exercer un rôle. Et c'est dans cette place, ce rôle qui doit être exercé, que le fait de travailler dans des campagnes de prévention primaire, pour nous, c'est quelque chose qui va de soi. Mais on heurte, si vous voulez, une certaine politique interne, on heurte une certaine image, on heurte quelques pratiques qui sont là et qui sont difficiles à bouger. Mais bon, on essaye. Est-ce que d'autres personnes... D'abord, Nicolas, on a embarqué dans les questions, mais je ne vous ai pas laissé complètement terminer la présentation. Est-ce qu'il nous reste encore quelques minutes? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose et peut-être prendre 1 ou 2 questions s'il y en a? Oui, peut-être que pour nous, quand j'ai dit pour nous, je veux dire pour mes collègues et pour moi-même, quand nous interrogeons ce type de problématiques, nous les interrogeons à travers la notion de sujet, c'est-à-dire que la notion de sujet nous ouvre la porte justement à la compréhension et l'acceptation de la subjectivité de l'autre, et ça nous permet justement de penser à l'altérité de façon plutôt inclusive et pas cette altérité qui étiquette ou cette altérité qui éloigne. Et pour cela, justement, nous sommes convaincus que la prévention et la promotion de la santé mentale passent par des mécanismes de communication interne au sein de l'université, qu'il y a une véritable souffrance, qu'il s'agit d'une thématique qui est très peu abordée et peu parlée. Et parfois, nous avons des freins justement pour faire avancer les choses. Et face à ce constat, malheureusement, on doit faire face à une réalité qui touche la stigmatisation et la discrimination de plusieurs membres de l'université, de cette organisation qui est l'université, cette organisation publique, membres soit personnels universitaires, enseignants ou non enseignants, comme étudiants. Et on voit très bien des problématiques d'inclusion, des problématiques de harcèlement, nous voyons très bien des problématiques qui touchent
et qui développent, par exemple, des troubles alimentaires. Nous avons une réalité de prostitution chez certains étudiants qui est très peu abordée. Nous avons des problématiques de consommation de substances, une problématique de stress qui est très importante, les troubles de sommeil et le burn-out, c'est-à-dire la dépression qui est liée à une surcharge de travail et un manque de reconnaissance de l'institution, de l'organisation pour les personnels, pour nous est une réalité qui est grandissante. Donc, avec tout ça, je reviens, pour nous, l'autre est un sujet et nous ne faisons pas fi de sa subjectivité et nous essayons de l'accepter avec sa particularité. Sa particularité, c'est tout simplement ses défauts, ses symptômes, c'est ce qui fait la personne, comme ça nous fait à nous tous. Nous sommes tous différents et riches en même temps. Donc, pour nous, c'est une approche qui est très humaniste et nous tenons à cette approche. C'est pour cela que, quand certains collègues ont voulu peut-être proposer une approche épidémiologiste, je pense que nous avons déjà pas mal de collègues qui s'occupent, et beaucoup mieux que nous, de cette thématique sous cette approche. On veut tout simplement avoir une approche sociale et inclusif pour qu'on puisse en discuter d'une thématique qui nous touche à tous et ici en France, qui est peu abordée. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des questions des personnes dans la salle? Est-ce que vous aimeriez prendre la parole? Quelqu'un? Sinon, moi, j'avais une question. Oui, je vous écoute. Est-ce que dans vos questionnaires, vous avez fait une différence entre les disciplines d'études? Parce que je peux imaginer que d'une discipline d'études à l'autre, les profils étudiants sont différents. Et donc, est-ce qu'il y a des corrélations entre, par exemple, étudier en droit et le stress et la charge de travail comparativement à étudier en médecine ou je ne sais pas, en philosophie? Je me demandais s'il y avait ce genre de données-là ou de résultats qui se dégageaient en fonction des disciplines d'études. Effectivement, on demandait aux étudiants qui ont répondu, on demandait de connaître l'université d'appartenance, la faculté de rattachement, le diplôme et l'année et la discipline d'études. Donc, quand on croise effectivement les données, on voit certains traits similaires et par la suite, on voit, selon l'année d'études, selon la discipline, des données un peu plus fortes. Mais à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que nous avons évalué une période qui était du confinement, donc c'était une période qui était assez particulière. Donc, on ne peut pas généraliser. Je pense que d'autres, peut-être, études complémentaires pourront se faire pour voir si on valide ou pas ce que nous avons récolté. Dans tous les cas, je vous donne à titre d'exemple une donnée qui nous interpelle à nous tous. En France, les étudiants ont ressenti un bien-être avec le confinement. Ils ont tous senti mieux. Wow, j'aurais pensé le contraire. C'est le seul pays où nous avons comme réponse plutôt des réponses positives, c'est-à-dire que les étudiants nous disent j'ai bien senti, voilà, j'ai senti un bien-être, ce qui peut s'expliquer par rapport à la réalité française et à la place que l'étudiant occupe, c'est-à-dire des étudiants qui se sont retrouvés avec plus de place pour eux-mêmes, qui se sont trouvés et sentis peut-être moins d'objets de la demande institutionnelle, moins à occuper la place d'objets de la demande des parents, qui peuvent poser une certaine pression pour leurs études. Donc, des étudiants qui se sont retrouvés chez eux avec plus de liberté et plus de temps. Tandis que dans les autres pays, cette réponse elle est plutôt négative. C'est-à-dire que la rupture du lien social s'est sentie beaucoup plus fort ailleurs qu'ici en France. Merci. Alors, on a un commentaire d'Isabelle Jacques. C'est ce que j'entends beaucoup dans mes classes de niveau collégial. Vous entendez, je ne sais pas si elle est encore là, Isabelle. Oui, allô, je n'ai pas fait ma mise en pli, alors j'ai laissé la caméra fermée. C'est des journées comme ça, justement, parce qu'on peut travailler de la maison, il y a des pressions de moins. Donc, voilà. Mais par rapport à ça, effectivement, comme quoi le fait de faire les études à distance et tout, comme quoi pour plusieurs, ça a été un allègement de pression. Donc, c'est dans ce sens-là mon commentaire.
Puis autrement, c'est ça, l'autre commentaire d'avant, visiblement, j'utilisais le chat aujourd'hui. Je suis très contente, M. Tilly, de vous entendre parler justement de projets qui parlent de la santé mentale, mais en mettant de l'avant l'inclusion, en n'allant pas nécessairement justement discriminer, c'est ce que j'entends, là, en n'allant pas nécessairement opposer troubles mentaux, reconnaître les troubles mentaux dans notre classe, dans nos groupes, mais plutôt d'être dans une approche inclusive, essayer de voir, mais chacun aura sa couleur, donc comment on peut peut-être justement élever le confort et la santé mentale de chacun. Si je comprends, c'est un petit peu dans cette optique-là que vous travaillez. Donc, merci beaucoup, merci vraiment. Merci pour vos mots. À savoir qu'avec le confinement, en France, il y a eu plusieurs confinements. Donc, du coup, ce n'est pas le même vécu lors de chaque confinement. Mais en règle générale, ici en France, les étudiants ont répondu que le confinement les a fait du bien. Donc là, il y a beaucoup à s'interroger par rapport aux conditions des études pour les étudiants et ce qu'ils vivent au quotidien à l'université, puisque ça nous interpelle beaucoup que cette rupture du lien social fasse du bien. On se demande quelle charge de souffrance, de pression les étudiants ici en France à cette université vivaient et vivent peut-être au quotidien. Oui, tout à fait, merci. Ben, si je n'ai pas d'autres questions ou commentaires, on avait annoncé que ça terminerait à 13h30, alors on a dépassé un petit peu, mais je vais profiter de la parole pour remercier beaucoup Nicolas Tilly de nous avoir présenté le consortium. Et il y a quelques personnes qui m'ont écrit avec qui j'ai échangé pour laisser vos coordonnées, mais je peux aussi, si vous voulez les avoir, vous pouvez m'écrire à l'ISS ou à mon adresse personnelle bouchard.quai. Je peux la mettre ici là, rapidement pour les personnes qui seraient intéressées à rentrer en contact avec Nicolas. Et si vous êtes intéressé, si la thématique vous intéresse, si cette dynamique de travail vous intéresse, ce type de collaboration vous intéresse, à savoir que on essaie de travailler et de collaborer tous ensemble avec déjà le travail que nous avons tous chacun au sein de cette université. Donc l'idée, ce n'est pas de se surcharger de travail. L'idée, c'est d'être dans un lien du réel où on fait ce qu'on peut et on maintient un engagement à la hauteur de nos possibilités. Et dans ce sens-là, la dynamique est une dynamique qui est assez franche, sincère et qui nous permet justement de continuer à travailler. On va déjà par notre 3e année consécutive et nous sommes ravis. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à demander mes coordonnées et de façon très rapide, je prendrai contact et il n'y a aucun souci. On sera ravis de compter avec vos collaborations. Ça marche. Et on attendra la nouvelle pour le colloque. Oui, dès que les collègues espagnols vont l'officialiser, je vous ferai suivre, bien évidemment, ceci. Ça marche. Eh bien, merci encore. Merci à tout le monde d'avoir été là aussi. Bonne fin d'après-midi. Bonne journée. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Au revoir, Bruno.